Bonsoir et bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club de 28 minutes. Ce soir encore, ils sont venus, ils sont tous là, ce sont nos clubistes, ils sont historiens, journalistes, essayistes et dessinateurs et vont décortiquer l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, entre la guerre de Poutine en Ukraine et les visées de Trump sur le Groenland, l'heure pour la France est au réarmement. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Alors jusqu'où la France devra-t-elle assumer un effort de défense massif pour affronter un monde incertain et en a-t-elle vraiment les moyens? On en débattra. Puis notre invité de la semaine ressuscitera David Lynch, l'immense réalisateur d'Elephant Man, Blue Velvet, Twin Peaks et bien d'autres chefs-d'œuvre, qui nous a quittés il y a tout juste un an. Nathalie Bittinger se glisse dans sa tête dans une biographie titrée de l'une de ses maximes de vie en forme de conseil: garder l'œil sur le donut, pas sur le trou. Et en fin d'émission, nous retrouverons le différent David Castello-Lopez. Salut David. Bonjour Renaud, ça va? Ça va, et vous, de quoi vous nous parlez ce soir? De plongée sous-marine. Ah, ça va beaucoup mieux. À tout à l'heure David. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Natacha Trio. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Merci. Bienvenue à vous Natacha et Frédéric Seiss, bien sûr. Bonsoir Renaud. Salut Frédéric, bienvenue à vous. Et voici nos invités de ce soir. Nos clubistes, Noémie Alioua. Bonsoir Noémie. Bonsoir, bienvenue Renaud. à Bonsoir vous, à tous. essayiste, membre du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique. Et je rappelle que vous avez participé à l'ouvrage collectif Encyclopédie des euphémismes contemporains, publié aux éditions du CERF. Bienvenue à vous Noémie. Et à vos côtés, Isabelle Saporta. Salut Bonsoir. Isabelle. Bienvenue, essayiste et éditorialiste. Bienvenue à toutes les deux. Et visiblement, il y en a certains pour lesquels l'année commence plutôt bien. Pascal Blanchard, c'est bien votre nom? Bravo, Renaud Dely. Bienvenue à vous. Quelle belle mine, Pascal. Bonne année, historien, Renaud. Bonne année. tous mes vœux. Et surtout la santé, Pascal. Je rappelle que vous avez notamment co-dirigé avec Nicolas Bancel un livre qui s'intitule François Mitterrand, le dernier empereur, de la colonisation à la France-Afrique, paru aux éditions Philippe Ray. Bienvenue à tous, et au pupitre, c'est notre ami Thibaut Soulcier. Salut Thibaut. Salut Renaud. Ça va, tout va bien? Impec, merci. Bienvenue Thibaut, dessinateur bien sûr, et je rappelle votre nouvelle BD dans la tête d'un dessinateur de presse, paru aux éditions Expé. Tout de suite, Frédéric, la première actualité de la semaine, c'est la répression sanglante en Iran, des milliers de morts et d'arrestations. Jusqu'où iront les mollahs pour tenter de garder le pouvoir? Ouais, et pendant ce temps, Donald Trump a renoncé, au moins provisoirement, à frapper l'Iran. Le président américain dit avoir reçu des garanties des autorités iraniennes. Les tueries sont terminées, justifie Donald Trump. Il avait menacé à plusieurs reprises, vous le savez, de bombarder l'Iran si des manifestants étaient tués. Alors la répression a été féroce depuis le début de ce mouvement, fin décembre. Les témoignages, encore parcellaires à cause des coupures d'Internet, racontent des tirs à balles réelles contre les protestataires. Plusieurs milliers de morts selon l'ONG Iran Human Rights, installée en Norvège. Les observateurs notent désormais une décrue des manifestations après le pic d'il y a une semaine. Le gouvernement iranien, lui, dit avoir repris le contrôle. After 3 days of terrorist operation, now there is a calm. We are in full control, and let's hope that wisdom would prevail and we don't go for a high level of tension, which could be disastrous for everybody. Alors en Iran, les révoltes se succèdent depuis des années, 2017, 2019, 2022. Et pourtant, Pascal Blanchard, malgré les sanctions occidentales ou internationales, le régime se maintient. Comment l'expliquer ? Les trois paramètres qui font que le régime se maintient. D'abord, c'est un régime qui s'appuie sur une grosse partie de la population qui continue à le soutenir. Pourquoi? Parce qu'il y a une distribution des prébendes, qu'il y a des intérêts. Une grosse partie, vous êtes sûr? Oui, entre 10 et 15%, ce qu'on estime, de gens qui bénéficient. 10%, c'est pas une grande partie de la C'est une population. grosse partie quand ils sont mobilisés et organisés. On sait qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, la participation dans les partis politiques, c'est 1% des gens. Là, on parle de 15% d'une nation qui ont des prébendes, un intérêt direct, soit chez les passedarans, soit dans les milieux religieux, soit directement dans le monde des affaires. Ce n'est pas rien. Et ça, ils savent que leur pouvoir, la place dans la société, la tienne de cette situation. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, il y a une force militaire qui est pensée autant pour maintenir l'ordre à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Vous dites qu'ils sont aujourd'hui sous la pression d'une situation économique refermée, mais ça fait combien d'années? Le système fonctionne avec du parallèle, du
solutions alternatives, de franchissement des frontières, de matières premières illégales depuis des années. Tout ça fait que le système est déjà digéré depuis très longtemps. Conclusion, le système arrive encore à trouver des propres forces pour tenir. Et puis vous avez vu le niveau de répression. Depuis les dernières années, très peu de pays ont réprimé autant de gens. Là, on parle de dizaines de milliers de personnes mortes, tuées, emprisonnées, blessées dans les manifestations. C'est quelque part pratiquement sans équivalent ces dernières années. Toutes ces raisons expliquent que l'Iran va tenir. Frédéric Seyss évoquait la multitude de mouvements ces dernières années. Ce serait la répression la plus sanglante depuis que la République islamique d'Iran est en place. Pourquoi, Noémie Alioua? Est-ce que ce n'est pas aussi une manifestation d'ailleurs de fragilité peut-être du régime parce qu'il a eu peur qu'il y ait eu une telle répression aussi sanglante avec un bilan aussi terrible? Oui, il n'y a pas plus agressif qu'un animal blessé. C'est un petit peu le chant du cygne de ce régime. Je ne suis pas aussi pessimiste que vous, Pascal. Je pense vraiment que là, il se passe quelque chose qui ne s'était pas passé auparavant. Vous savez, c'est l'Institut Gamam, qui est un institut indépendant, qui montre quand même que 80% de la population iranienne ne veut plus du régime de la République islamique d'Iran. Donc il y a quand même une écrasante majorité de la population iranienne aujourd'hui qui veut la fin de ce régime. Et puis il y a des signaux. Il y a des signaux qui n'existaient pas, par exemple, au moment de la révolution qui a eu lieu après l'assassinat de Mahsa Amini. L'un de ces signaux, c'est notamment que ces manifestations jusqu'ici ne se sont pas concentrées uniquement dans les centres-villes. Ce ne sont pas que les révoltés, ce ne sont pas que simplement les militants qui sont sortis dans la rue, dans les périphéries, dans les petites villes, les jeunes, toutes les générations. Et dans différentes villes, encore une fois, il y a eu une révolte. Donc effectivement, cette révolte est écrasée dans le sang, mais parce que justement, il y a une volonté populaire très forte qui s'affirme comme telle dans la rue iranienne aujourd'hui. Isabelle Saporta, par rapport au revirement de Trump, ce volte-face, comment ça s'explique ça? Non mais c'est dingue. Enfin, faut quand même voir à quel point c'est criminel, parce que vous vous souvenez du tweet qui était complètement ahurissant. Il leur disait d'aller dans la rue, de noter les noms. On arrive, on est là. L'aide est en route, disait-il. L'aide est en route. Enfin, c'était ahurissant quand même, pour qu'il n'y ait rien. Ben, en fait, toutes les explications qui sortent aujourd'hui sont qu'au fond, le Qatar, l'Arabie Saoudite et même Israël ont dit de mettre pédale douce parce qu'en fait, au fond, c'est ce que rappelait très justement Jean-François Colosimo. Il disait, on se retrouve en fait, d'abord, l'historien Jean-François Colosimo, il rappelle que le personnage de Khamenei est un personnage sain et que malgré tout, on ne peut pas faire avec Khamenei ce qu'on a fait avec Maduro. Le guide suprême. Avec le guide suprême, ce qu'on a fait avec l'ancien président du Venezuela, et que ça ferait, surtout dans l'univers chiite, un martyr ahurissant. Par ailleurs, effectivement, l'Iran n'est pas, vous avez raison de le rappeler, n'est pas morte, et ni le guide suprême, ni les gardiens de la révolution, et ils ont effectivement dit au Qatar, bah, tu sais quoi, ton usine de désalinisation, le truc de liquéfaction de gaz, eh bien, on va le raser, donc est-ce que tu es prêt à ça? Donc il y a eu une espèce de menace de partout. Par ailleurs, quant à Israël, qui préférerait de loin avoir un interlocuteur normal que ces interlocuteurs-là, eh bien, en fait, il se dit aussi, mais rien n'est prêt. C'est-à-dire, rien n'a été préparé. Hein, donc, est-ce qu'on n'aura pas encore pire après? Et donc, si vous voulez, ils ont quand même réfléchi, au fond, à la déstabilisation que ça engendrerait dans la région. Un dessin de Thibaut Soulcier. Oui, un avertissement au Mola qui réprime à fond. Attention, un accident de travail est vite arrivé. Merci Thibaut. Frédéric, votre duel de la semaine, lui, il est français. Il oppose deux syndicats qui s'affrontent pour récupérer la colère agricole. Oui, à ma gauche, la FNSEA, le premier syndicat agricole depuis l'après-guerre. Il a longtemps même été hégémonique. À ma droite, son rival, la coordination rurale, alors plus à droite et qui grignote peu à peu de l'espace sur le terrain. C'est vrai que, vu de loin, on pourrait avoir l'impression que la mobilisation des agriculteurs est parfaitement homogène. C'est vrai qu'il y a des points communs à tous, la lutte contre les traités avec le Mercosur, la bureaucratie, je cite, et la paperasse. Mais il y a aussi des points de divergence assez forts entre les différents syndicats. Pour résumer, entre la FNSEA et la coordination rurale, ce n'est pas tout à fait blanc-bonnet et bonnet blanc. D'ailleurs, les bonnets, vous l'avez remarqué, ils sont jaunes. C'est la caractéristique de ce mouvement, la coordination rurale. On le voit régulièrement dans les manifestations ou dans les rassemblements. Alors, première différence, la méthode. Les bonnets jaunes de la coordination rurale sont volontiers adeptes d'opérations coup de poing, comme à Paris ou à Toulouse. Cette semaine, il y a 2 jours, manifestations et blocages malgré les interdictions préfectorales. Bilan, 8 interpellations, dont un dirigeant local de ce syndicat, la coordination rurale, qui dénonce, je cite, une répression et une différence de traitement, car pendant ce temps, les tracteurs de la FNSEA, le syndicat majoritaire, eux, ont pu s'installer en bas et juste en face de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est parce qu'on est d'un syndicat qui dérange, mais on a une répression des forces de l'ordre qui est quand même ahurissante depuis des semaines. Alors qu'à côté, on voit hier notre syndicat
que je citerai pas parce que nous sommes tous agriculteurs, où c'est tapis rouge à volonté devant les Champs-Élysées pour faire ce qu'ils voulaient. C'est 2 poids, 2 mesures complètement différentes. 2 poids, 2 mesures, sous-entendu, l'autre syndicat, la FNSEA, serait un peu proche du pouvoir, serait mieux traité en tout cas par le gouvernement, c'est ce qui est dit ici. Mercredi, les manifestants de la FNSEA, d'ailleurs, ont levé leur mobilisation dans Paris après avoir obtenu des engagements, notamment une loi d'urgence agricole et des aides à la trésorerie des agriculteurs. Donc on repart en disant qu'on a obtenu très clairement 3 points sur 4 qu'on avait demandé. On n'a pas tout obtenu. Mais quand on obtient 3 points sur 4, ça veut dire qu'on a fait des vraies avancées hier en venant à Paris, que ce rapport de force a permis des choses. Voilà une phrase qui rappelle celle du communiste Maurice Thorez. Il faut savoir arrêter une grève, c'est ce que nous dit le leader de la FNSEA, même si on parle de communisme, et ce n'est pas exactement la tasse de thé politique de ce syndicat, de ces syndicats d'ailleurs. La FNSEA est plus trop proche de la droite, en tout cas productiviste. Il prône une agriculture mécanisée, intensive. 2 de ses anciens dirigeants d'ailleurs ont été nommés dans des gouvernements de droite en tant que ministres par la suite. De son côté, la coordination rurale se déclare apolitique, mais son ancienne dirigeante a jugé le parti Les Républicains, je cite, trop mou. Il y a des passerelles, effectivement, avec le RN. Un dirigeant local de la coordination rurale, Christophe Barthès, est devenu député du Rassemblement national. Alors le monde agricole, en fait, est à l'image de la société française, de plus en plus polarisé, clivé. L'an dernier, il y a eu des élections qui permettent de distinguer le rapport de force. La FNSEA est restée première, mais pour la première fois, elle est passée sous les 50%. Et puis, la coordination rurale, elle, est passée de 21 à 30%, donc une assez forte hausse de ce syndicat réputé droitier, sans oublier le 3e syndicat qui est à gauche, la Confédération paysanne. Noémie Alioua, c'est aussi une forme de surenchère entre syndicats que paye le gouvernement. Oui, absolument. Et vous savez, c'est très intéressant. Vous avez raison de dire qu'il y a plusieurs agricultures, parce que c'est vrai que parfois, dans les grandes villes, on ne connaît pas suffisamment le monde rural. Et dans le cadre de mon travail, j'ai été sur le terrain et j'ai accompagné ces agriculteurs, les deux syndicats, lorsqu'ils se sont présentés avec leurs tracteurs devant l'Assemblée nationale, à la fois la FNSEA et à la fois la coordination rurale. Effectivement, il faut bien comprendre que ce sont 2 mondes. C'est un petit peu les bons élèves contre les révoltés. La coordination rurale, lorsqu'ils sont arrivés à Paris, ils n'avaient pas prévenu les autorités, ils n'ont pas respecté les arrêtés préfectoraux. Ils sont arrivés au petit matin, ils ne pensaient même pas qu'ils allaient pouvoir arriver jusqu'à Paris, ils n'avaient pas leur chargeur de téléphone portable, ils n'avaient pas quoi manger, ils ne savaient pas où dormir. Ils sont arrivés là, ils n'ont respecté aucune règle, et donc c'était un petit peu l'anarchie, y compris pour les autorités, lorsqu'ils sont arrivés. Et de l'autre côté, là vous avez la FNSEA, pareil, ils sont arrivés aussi devant l'Assemblée nationale quelques jours plus tard, et là c'était tout à fait différent, parce que tout le tracé qui avait été fait, il avait été fait en partenariat avec les autorités. Tout était très lisse pour avoir participé à ces 2 manifestations. Vous avez 2 mondes qui s'affrontent. On peut dire quelque part celui qui est révolté et celui qui casse parfois aussi. Et il y a eu des actes de violence. Effectivement, il y a certains éléments qui sont plus en colère, mais ils ont ça aussi au fond du ventre. Il y a 2 modes d'action. Si on se souvient par exemple de la tentative de lynchage d'Emmanuel Macron il y a 2 ans au sein de l'agriculture, où la coordination rurale avait été pointée du doigt, ou encore de Yaël Braun-Pivet qui a été bousculée, insultée il y a quelques jours, alors que la FNSEA a d'autres modes d'action beaucoup plus en cogestion, entre guillemets, avec le pouvoir en place, quel qu'il soit. Mais vous avez tout dit, Renaud, c'est que la FNSEA est co-gestionnaire de la politique agricole commune et de la politique agricole de la France depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça aussi qu'ils ont émergé la coordination rurale. C'est au fond les gilets jaunes, c'est les gilets jaunes de l'agriculture. Et on se retrouve aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure, Frédéric, des combats, mais le problème, c'est que la FNSEA est débordée par sa base. C'est-à-dire que, par exemple, sur le Mercosur, ça lui va très bien, la FNSEA, dans l'ensemble, le Mercosur, parce que, vous savez, l'élevage, c'est quand même pas son cheval de bataille. Eux, c'est les grands céréaliers, et etc. Les viticulteurs qui pourront exporter davantage. Exactement. Et les AOC d'appellation laitière, etc. Donc, eux, au fond, c'est l'agriculture qui marche. La coordination rurale, c'est l'agriculture qui est en crise. Donc, effectivement, ça ne va pas sur la dermatose, par exemple. C'était totalement aligné avec ce que voulait la FNSEA, la politique de l'abattage. Mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient des gens à la FNSEA qui disaient « mais c'est pas possible ». Donc, voilà. Un dessin de Thibaut Sulcier. Oui, il y a scission dans le monde agricole entre la FNSEA où on récolte du blé et aux autres qui ont la vache enragée. C'est exactement ça. Merci Thibaut. C'est maintenant l'heure de la une internationale. C'était hier à la une d'As-Sahara Al-Maghribiya, un quotidien marocain. Les Lions sont à quelques minutes du titre continental et en sous-titre, l'expertise marocaine saluée sur la scène internationale en matière de sécurité. Alors le Maroc est en finale de sa Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas
affronteront dimanche soir les Lions de la Teranga, c'est-à-dire l'équipe du Sénégal. Un succès sportif, une organisation parfaite, un test réussi, 4 ans avant d'accueillir la Coupe du Monde. Sauf qu'il y a quelques semaines, la génération Z marocaine, les moins de 30 ans, manifestait pour réclamer davantage de moyens pour l'école, pour la santé, plutôt que de nouveaux stades qui auront coûté près de 2 milliards d'euros au Royaume du Maroc. Alors cette CAN, Pascal Blanchin, est-ce que c'est aussi un moyen pour le régime marocain d'étouffer la contestation ? C'était pas à l'origine un moyen de faire ça, puisque le Maroc a monté cette CAN dans l'optique de recevoir une partie de la Coupe du Monde qui va arriver en 2030. Donc la logique était ailleurs. Mais en même temps, on le sait aussi que dans beaucoup de pays, le sport est une manière d'acheter les crises sociales, d'acheter le silence. Acheter la paix sociale. Rappelez-vous, Mexico 68 au Mexique, on fait les Jeux Olympiques, d'une certaine manière, dans une dictature, le Mexique, et quelques jours avant l'ouverture, on massacre près de 1000 étudiants qui se révoltent. On le sait très bien que le sport est une manière aussi dans certains régimes et dans beaucoup de régimes, d'une manière d'acheter la paix sociale, mais aussi de cacher bien souvent les crises. Mais en même temps, c'est une locomotive de l'économie. C'est un paradoxe absolu, puisqu'aujourd'hui, quand vous avez des pays comme le Qatar, quand vous avez des pays du Sud, vous regardez la politique chinoise depuis des années, regardez, y compris dans des aberrations comme Sochi, par exemple, en Russie, cette ambiguïté que le sport... La population tire profit de ce genre d'événements sportifs. C'est complexe, puisque les 2 milliards, qui a construit les stades ? Qui a construit les infrastructures ? Il y a une ambiguïté systématiquement, c'est que d'un côté, ces pays veulent rentrer dans une forme de modernité à travers ces grandes compétitions monde, c'est très clair. Regardez ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde de rugby et de football en Afrique du Sud. Et de l'autre côté, on sait très bien que ces pays, en fin de compte, devraient plutôt miser sur d'autres types d'infrastructures que fabriquer des stades pour les footballeurs. Alors Nomi Alioua, on parle sport et politique. On a très peu vu le roi du Maroc dans cette compétition, Mohamed VI. On a en revanche plutôt vu le prince héritier comme s'il était mis sur orbite en mondovision à l'occasion de cette compétition. Oui, bah écoutez, c'est très possible que le roi n'ait pas eu envie de se mettre en avant parce que ça allait à l'encontre de ses intérêts. Mais vous savez, ça me rappelle un petit peu tout ce dont on est en train de parler là, et ce qui s'est passé en France avec les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des contestations, cette idée qu'on utilisait l'argent public et des milliards d'euros qui auraient pu être investis dans des choses qui auraient été plus intéressantes pour les Parisiens, pour les Français au quotidien, et qui ont été mis pour faire une belle vitrine à un moment donné pour la France à travers le monde. C'est un système aussi de communication qui permet d'être vu à l'étranger et qui est privilégié à la sécurité ou en tout cas à la vie de ceux qui vivent dans le pays au quotidien et qui auraient préféré que cet argent soit mieux investi pour eux. Un dessin de Thibaut Soulcier. Oui, répression de la Gen Z au Maroc. Le Maroc tire à ballon réel sur sa jeunesse. Boum. Merci Thibaut. Frédéric, une autre actualité de la semaine, c'est l'effort de défense qui a été confirmé par le président Emmanuel Macron. Face aux menaces de conflit, jusqu'où la France peut-elle se réarmer ? Oui, contraste saisissant dans l'actualité de ces derniers jours d'ailleurs. D'un côté, un budget introuvable, de l'autre, Emmanuel Macron qui appelle à trouver 36 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2030 pour le secteur de la défense. Lors de ses vœux aux militaires hier, le chef de l'État a estimé, je cite, que nos armées sont notre assurance-vie. Alors, allusion à l'Ukraine, bien sûr, mais aussi aux appétits américains sur le Groenland, où Emmanuel Macron a annoncé un déploiement supplémentaire, dit-il, de moyens terrestres, maritimes et aériens en Arctique dans les prochains jours, après l'arrivée d'une quinzaine, pour l'instant, de soldats français sur place. Isabelle Saporta, selon vous, Emmanuel Macron a raison de dire qu'il faut se réarmer presque quoi qu'il en coûte. Bon, écoutez, il faut rendre à César ce qui revient à César, c'est qu'après les débuts dramatiques avec Pierre de Villiers, qui était le chef d'état-major de l'armée à ce moment-là, et qui disait il faut plus de moyens, Emmanuel Macron l'a compris et il a augmenté les moyens de l'armée comme jamais ils ont été augmentés. Donc depuis 2017, vous avez raison, 2017. Avant même l'invasion de l'Ukraine. Exactement. Donc ça, il faut quand même lui rendre ça. Après, j'ai trouvé, moi, dans ce discours, ce qui était ahurissant, c'est qu'au fond, il tapait du poing sur la table auprès de l'industrie de l'armement en disant « mais ça suit pas, c'est pas possible ». Tout en disant il y a aujourd'hui des prédateurs qui sont prêts à faire de la colonisation. Il a utilisé le terme colonisation. Justement, vous évoquiez l'industrie de la défense, Isabelle Saporta. Oui, on parle de la décision politique, mais est-ce que derrière ça suit ? C'est exactement ce que vous disiez. Est-ce que l'industrie va être là ? Lors de ses vœux aux armées hier à Istres, Emmanuel Macron a mis un certain coup de pression sur les entreprises de l'armement françaises. Pour les armées françaises, j'ai besoin d'une industrie de défense qui s'adapte davantage, qui ne considère plus que les armées françaises sont des clients captifs, parce que nous irons peut-être chercher des solutions européennes si elles sont plus rapides ou plus efficaces. Et j'ai besoin d'industriels de défense qui regardent aussi la concurrence de manière plus lucide et à qui je dis allez plus vite, allez plus fort, produisez en masse, produisez plus léger, répondez aux demandes.
Pascal Blanchard, qu'est-ce qu'il dit ici, le président entre les lignes? Il dit que finalement, l'industrie de la défense s'est habituée pendant des années à avoir des contrats quasiment garantis avec l'argent public et qu'elle n'a pas vraiment innové, qu'elle n'a pas vraiment accéléré, elle n'a pas pris en compte le changement d'époque dans lequel on est entré. Il dit ça, mais il ne dit pas que ça. Il dit aussi que l'armée a été bien contente pendant de nombreuses années d'avoir l'État français qui lui permettait notamment de tester ses appareils, d'être le meilleur ambassadeur de ses ventes. Le Drian est un très bon exemple de ça. D'avoir été le maxi commercial de pratiquement toutes les grandes sociétés d'armement français. Et au moment où la France leur demande d'accélérer, de changer un peu leur paradigme, de se mettre au service de la nation, et bien comme par hasard, ils ont autre chose à faire. Et comme par hasard, ils ne bougent pas très vite. Et comme par hasard, ils préfèrent le business. En gros, Macron est en train de leur dire, les gars, ça fait 30 ans que vous mangez très très bien, que d'une certaine manière, on vous a permis de développer tout votre armement, que ce soit aérien, maritime, armes précises. Et on sait que, je vous le rappelle, qu'on fait partie des 4 grands dans le monde pour tout ce qui est armement et exportation. C'est pas un petit sujet. On est en train de parler d'un domaine majeur de notre économie et leur dit, maintenant, vous allez peut-être devoir un peu nous écouter parce que pendant 30 ans, en fin de compte, on ne vous a pas donné d'urgence puisqu'on n'était pas en guerre. Maintenant, on est en guerre. Est-ce que c'est pas une petite tartufferie? Parce qu'ils attendent aussi les bons de commande. Je suis pas sûr. C'est pas si ça, parce que là, ce qui a été demandé, par exemple, sur les drones, ce qui a été demandé sur un certain nombre d'appareils, sur les drones, on est très en retard. Voilà, il a été demandé que, et puis sur les munitions, ce qui a été demandé très clairement, notamment par rapport à l'effort à faire avec l'Ukraine, en gros, ils n'ont pas écouté. Ils sont restés dans leur business à eux, dans leurs priorités. Et d'une certaine manière, alors, soit on nationalise, et on est très clair, et on assume. Et là, on se dit, parce que d'une certaine manière, ce sont quand même des sociétés qui, pendant très longtemps, ont vécu exclusivement grâce à l'État français. Le déploiement des troupes qu'on observe là-bas, le déploiement des troupes françaises et européennes, finalement, concrètement, quel impact ça a? Ça a des impacts assez limités et surtout symboliques, parce que effectivement, les effectifs qui ont été déployés sur le terrain ne sont pas des effectifs qui sont très importants. Mais symboliquement, c'est l'idée de dire que la France a l'intention de s'impliquer et qu'elle elle fera en sorte peut-être de protéger demain ce territoire s'il venait à être attaqué. Il faut bien comprendre quand même qu'on a changé d'époque. C'est pour ça que les discours du président de la République se durcissent. On a changé d'époque et il le dit d'ailleurs dans le discours qu'on a entendu juste avant. On est dans un environnement qui est beaucoup plus dur. Vous nous voyez tirer à balles réelles sur des Américains qui débarqueraient? Et inversement? Vous voyez les Américains tirer à balles réelles sur les 5 soldats français? Pour le Groenland, j'en suis pas tout à fait certaine. Pour le Groenland, non. Mais si le territoire souverain de la France est demain menacé, il faudra de toute façon être en capacité de pouvoir se défendre. Ça, Pierre-Miquelon, c'est juste à côté. C'est une nécessité, oui. Tout ce qui fait partie du territoire national devra être défendu et nous devons avoir les moyens demain de pouvoir peser et de pouvoir simplement nous défendre. Justement, les moyens, comment faire, où aller chercher l'argent, dans quoi faut-il couper? Dans quel budget pour pouvoir alimenter le budget de l'armée quand on aura un budget, bien sûr. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Est-ce qu'on prend quoi? L'éducation les retraites ailleurs, dans quel l'environnement? Moi, je vais vous dire un truc. Je trouve qu'il y a des choses pour lesquelles on peut faire du bon endettement. On fait de l'endettement. Ça va, on en fait de l'endettement. Ah oui, mais nous, on fait du crédit conso. On fait de l'endettement pour payer les retraites, pour payer, voilà. Mais on fait pas d'endettement pour préparer l'avenir. L'endettement, moi, pour l'armement, pour l'éducation, pour les centrales nucléaires, moi, ça me choquerait pas. Un grand emprunt national, pourquoi pas? Et puis on a une politique de distribution auprès des grandes entreprises, je le rappelle. On peut peut-être se poser la question sur les 200 milliards qui sont utilisés, vers qui ils devraient aller. Est-ce qu'il ne devrait pas aller plutôt sur l'industrie d'armement? On est quand même dans un moment captif. Et puis, il y a quand même un débat aussi européen à avoir cette question. Est-ce que l'Europe, qui a été capable, je vous le rappelle, de le faire au moment du Covid, qui est capable de réfléchir à des endettements collectifs au niveau de l'Europe, d'avoir cette fois-ci peut-être une politique d'armement et militaire à l'échelle de l'Europe? Ça fait 70 ans qu'on en parle sans arriver à le faire. Pas d'économie, mais de la dette. Non, je n'ai pas dit ça forcément, Renaud Dely. Nous avons une distribution aujourd'hui en France, dont on le sait très bien avec un rapport sénatorial qui a été fait, dont on ne mesure pas, au niveau des entreprises françaises, l'impact économique que ça produit sur la nation. Posons-nous la question, où l'argent est déjà distribué avant d'imaginer de nouveaux impôts pour les Français. Et puis on peut faire du public-privé, comme ils font aux États-Unis. Oui, on a plein de solutions, ne soyez pas inquiets. C'est de ma faute, j'aurais pas dû le relancer. Un dessin de Thibaut Soulcier. Oui, habituez vos ados à la guerre. Papa, pourquoi t'as coupé le chauffage? C'est pour te préparer aux températures d'Ukraine et du Groenland. Et le Wi-Fi, pour te préparer à l'Iran. Merci Thibaut. Natacha, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Ce soir, ce point com, c'est la bourde d'un député du Rassemblement national, carrément en transe. Ouais, c'est une bourde qui a été révélée par Canard enchaîné. Mercredi, Mathias Renaud, député Rassemblement national de la Somme, veut faire des économies et a donc déposé un amendement au projet de loi de finances de 2026, qui est toujours en discussion, je le rappelle, un amendement qui s'attaque au secteur associatif, qui cible les subventions pour les festivals jugés idéologiques et militants. Il prend un exemple précis, je le cite, les Transmusicales de Rennes, connues pour l'organisation de festivals de musique d'artistes transgenres, sauf que
les Transmusicales de Rennes, c'est l'un des plus vieux festivals de France, l'un des meilleurs, créé en 1979 à Rennes, et qui célèbre les musiques actuelles et qui n'a rien à voir avec les questions LGBT+, ni même la transidentité. Alors, comme le souligne malicieusement Le Canard, ce festival n'a pourtant de militantisme trans que le nom. Il a été baptisé ainsi en référence à un disque de jazz de 1978. Que quelqu'un transmette cette information aux députés. Et les internautes, évidemment, n'ont pas raté l'occasion. Ah bah oui, cette obsession transphobe a été vivement caricaturée au point de devenir un mème sur les réseaux. On pouvait lire Mathias Renaud, il fait jamais de sport de peur de transpirer. Mathias Renaud, il a peur des banques, des transferts d'argent. Et c'est quoi votre prochaine cible? Les transpalettes, le RN ou l'art de ne pas travailler. Ces sujets avec même sur TikTok un petit vocabulaire de base. Transparent, transat, transplanter, prendre le transilien, transgénérationnel, transport en commun, transformer, transpercer, transatlantique, transaction, transmettre, aller à un festival de transmusique, transcription, drapeau trans. Voilà, avec tout de même une réaction de DJ Zebra qui est en soutien un peu ironique. Ben oui, les Transmusicales de Rennes sont un festival transgenre, mais pas d'artistes trans. Ça rigole à cause de la bourde du mec du RN, mais ce n'est pas totalement faux. Au fond, mélanger les genres est une noblesse artistique. Mais au-delà de ce côté un peu ridicule, cette affaire, elle pose quand même de vraies questions. Ben oui, parce que ce député, c'est pas n'importe qui. Il est une des figures clés du RN. Le rédacteur en chef adjoint de Street Press rappelle qu'il est l'un des députés les plus actifs du parti. C'est celui qui dépose le plus d'amendements. Sur les réseaux, cette attaque frontale à la liberté culturelle n'est pas passée inaperçue. Gaëlle Le Stradic, vice-présidente de la région Bretagne à la culture, le dit clairement, derrière la stigmatisation d'un festival reconnu, c'est une conception inquiétante de la culture qui s'exprime, une culture triée, normée, soumise à des critères moraux et politiques. Et pour d'autres observateurs, le virage trumpiste du RN se confirme. Alors dans tout ça, dans cette affaire, Isabelle Saborta, est-ce que c'est pas juste le signe de l'incompétence? Oui, je pense que c'est la médiocrité. Je pense qu'on tient notre champion de l'année. On a vu des pas bons dans l'hémicycle, mais celui-là, c'est vraiment, il est en Ligue 1. Il est formidable. Vous avez raison, il n'a rien fichu. Donc vous disiez que c'était celui qui posait le plus d'amendements. Il ferait peut-être mieux d'en poser moins et de les travailler davantage. Mais en revanche, c'est vrai que ce que ça raconte, de ce que ça porte d'idéologie, c'est-à-dire effectivement de la transphobie, ça fait vraiment froid dans le dos. Hein. Justement, Noémie Liwa, est-ce que ça, c'est pas justement le sommet de l'iceberg de toute la transphobie du RN? Je ne crois pas du tout qu'il y a un corpus particulièrement conservateur au RN. Ils sont assez libéraux, ils sont assez ouverts sur toutes les questions de société. Moi, je ne vois pas du tout de trumpisme au RN. Au contraire, le RN est depuis des années déjà dans une perspective, une tentative de recentrage et une façon de vouloir entrer dans une forme de centrine. Pour moi, c'est une boulette, c'est une erreur de communication. Et si on cherche la Ligue 1 en termes de députés, je rajouterais Ercilia Soudé et certains députés de la France Insoumise qui sont aussi très très forts. Porte du pouvoir, en l'occurrence le RN, qui a une culture de gouvernement, et on peut s'interroger quand même sur la compétence, un peu. L'ère de la communication veut qu'aujourd'hui les politiques commentent tout et n'importe quoi. Malheureusement, il se filme. Il a déposé un amendement quand même. D'accord, non mais bien sûr que c'est une énorme. Normalement, donc il a au moins un collaborateur qui lui dit qu'il n'est pas bon. Je ne crois pas que ça dise quelque chose du corpus idéologique, sociétal du Rassemblement national. Je peux me tromper, mais pour moi, ça ne dit pas grand-chose. Je dirais une petite chose, c'est que vous avez remarqué que depuis 2 ans, certains investisseurs très très marqués à droite s'intéressent énormément aux festivals en France. Festival de culture, festival de musique, festival de patrimoine. Comme si, en fin de compte, se préparait une sorte de maillage sur le territoire national où les espaces de culture deviennent des espaces idéologiques. Donc, à la fois, c'est certainement une grosse bourde de quelqu'un qui n'a pas assez travaillé, ça va, il n'y a pas d'évidence, mais en même temps, c'est pas un hasard si la droite, qui risque d'arriver au pouvoir, très très à droite quand même, à l'image de Trump, va énormément s'intéresser au monde de la culture, au monde des festivals, au monde des musées. Pourquoi ? Parce que c'est là que, d'une certaine manière, la contre-culture peut exister, et donc le contre-discours politique. Un dessin de notre ami Thibaut Soussier. Eh oui, moi, quand j'entends le mot culture queer, je sors ma tronçonneuse. Ma tronçonneuse, c'est ça. Merci Thibaut. Alors, vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo. Isabelle Saborta, on n'est pas bien loin, évidemment, du sujet précédent, puisqu'il s'agit de Marine Le Pen, la chef de file de l'extrême droite, qui est actuellement jugée en appel et qui risque, évidemment, une peine d'inéligibilité qui lui avait été infligée en première instance et qui pourrait la priver de la présidentielle de 2027. Elle est terrible, cette photo, avec le exit au-dessus. C'est au fond une tragédie française, le Rassemblement national, et Marine Le Pen là-dedans. Elle s'est battue, même contre son père, qu'elle a
qu'elle a bouté hors du parti. Elle a réussi à renouer des liens, au fond, avec tous les membres du parti, à faire en sorte d'apaiser toutes les chapelles. Elle a enfin réussi tout ça. Et au moment où elle est au bord d'accéder au pouvoir, c'est la chute. C'est une tragédie française. Merci Isabelle. On va enchaîner avec votre photo, Noémie Alioua. Il s'agit des Kurdes, de la situation tragique, du sort tragique des Kurdes qui sont menacés de nouveau en Syrie. Exactement. D'ailleurs, on parle d'une tragédie française. Là, c'est une tragédie internationale puisque ce sont les Kurdes qui sont, encore une fois, sacrifiés. Vous savez que le nouveau pouvoir avait promis de protéger les minorités. Le nouveau pouvoir syrien avait promis de protéger les minorités. Al-Shara avait été reçu par le président de la République, Emmanuel Macron, à Paris, à l'Élysée. Et il avait renouvelé cette promesse aussi également. Et il avait promis de protéger les minorités. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que les Kurdes se font massacrer. Et ça, dans un silence relatif de la communauté internationale. Donc, c'est une tragédie de les abandonner de cette façon-là. J'espère qu'il y aura des mesures un peu plus fermes qui seront prises dans les semaines, dans les mois qui viennent pour pouvoir les protéger. Merci Noémie Alioua. Et on va finir avec votre photo, Pascal Blanchard. Vous nous emmenez quoi, dans un congélateur en quelque sorte? Je vais vous raconter l'histoire de carottes. On est en Antarctique. Non, une histoire de carottes. Allez-y. Et l'histoire de carottes au pays où elles sont toutes gelées. En Antarctique, cet endroit, c'est l'endroit où on va conserver en fin de compte d'immenses carottages qui ont été faits sur les plus grands glaciers du monde pour que les savants et l'humanité gardent la mémoire en fin de compte de ces histoires et de ces récits. Il faut imaginer qu'un carottage, ça fait 1,7 tonne. C'est pas un petit sujet. C'est donc d'énormes éléments dans lesquels vous avez toutes les stratifications de ce qui s'est passé dans l'humanité depuis le début du temps. Il a fallu, on les emmenait en bateau. C'est quand même très impressionnant aussi. Donc pendant de longs mois, pour les emmener jusqu'à ce carottage qui a été fait, donc on a créé une sorte de ice memory, qui est une sorte de salle glacée où vont être conservés ces éléments. Pendant que le petit Trump essaye de détruire via l'Arctique le monde et de détruire via la glace l'humanité, d'autres essayent de sauver l'humanité en Antarctique. Il y a peut-être même assez de place pour garder vos œuvres complètes, non? Non, il n'y a pas la place. J'ai postulé, mais il n'y a pas la place. Par contre, nous, je peux demander pour vous si ça vous arrange. Merci Pascal. Un dessin de notre ami Thibaut Soulcier qui se rapporte à la photo choisie par Isabelle Saporta. À son procès en appel, Marine Le Pen adopte la défense du chapeauté et qui dit « c'est pas moi qui a mangé les croquettes ». Merci Thibaut. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine, maître de conférence en études cinématographiques. Nathalie Bittinger publie une biographie de David Lynch. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. David Lynch, disparu il y a 1 an tout juste. Vous nous plongez dans l'univers onirique de ce réalisateur pas comme les autres qui, tout au long de son œuvre, a mêlé le rêve justement, mais aussi l'étrange, l'inconscient, une certaine violence aussi parfois presque impalpable. Un obsédé du son et des couleurs, vous le racontez, qui cultivait aussi l'art des aphorismes et des boutades, comme celle d'ailleurs dont vous avez fait le titre de votre ouvrage, Gardez l'œil sur le donut, pas sur le trou. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, garder l'œil sur le donut, pas sur le trou, dont d'ailleurs je crois ses proches avaient fait l'épitaphe de David Lynch. C'est exactement ça, c'est une phrase qu'il répétait assez souvent et que sa famille a choisi pour annoncer son triste décès il y a 1 an sur Facebook. Alors première idée, ça veut dire voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais en fait c'est pas exactement ça. Il explique que pour lui le donut c'est la création, c'est la seule chose qu'on puisse maîtriser. Tout le reste autour, c'est de l'immaîtrisable. Alors il faut plonger les mains dans le cambouis et travailler jusqu'à faire ces créations si fantasmatiques. Frédéric. Il voulait, me semble-t-il, tout maîtriser jusqu'à l'obsession, c'est-à-dire par exemple. Alors absolument tout, écrire le scénario, façonner. Il a été tellement triste de rater le masque d'Elephant Man. Il a pensé au suicide pour la seule fois de sa vie, il nous a raconté. Le son, il passait 150 jours à réenregistrer des sons pour Eraserhead ou ses films d'après. C'est vraiment un touche-à-tout qui est partout et qui s'est entouré d'une formidable famille, des collaborateurs au long cours, des acteurs et des actrices formidables. Mais ça le rendait presque triste, alors si je vous entends bien, parce qu'on ne peut jamais tout maîtriser à la perfection. Eh bien, c'est vraiment Elephant Man. Il a compris qu'il fallait déléguer parce qu'il était passé dans une autre catégorie après Eraserhead, qui était son moyen-métrage d'étudiant. À propos d'obsession, il y a un motif qu'on retrouve dans sa filmographie, le rideau dans Twin Peaks, Mulholland Drive. Ça, pourquoi? Puis il y a une citation aussi, je crois. Oui, en fait, il n'arrête pas de répéter qu'il veut aller gratter derrière la surface pour plonger dans le monde des profondeurs et révéler toutes les facettes de la nature humaine. Alors, quelle plus belle image que le rideau qu'il s'agit de soulever, aller voir derrière, c'est la chambre rouge de Twin Peaks. Alors, dans le côté étrange du personnage, parfois, ses choix ou ses centres d'intérêt, je crois que Francis Bouygues avait envisagé de lui commander un film, enfin d'être producteur, de produire un de ses films, et que Francis Bouygues lui avait demandé, lorsque David Lynch était de passage à Paris, ce qu'il voulait voir. Alors, c'était pas la Tour Eiffel, c'était pas le Moulin Rouge, c'était quoi?
C'était la morgue. Ah non, bon. Il adore les morgues. Pourquoi ? En fait, c'est ça qui est passionnant quand on plonge dans sa biographie. En fait, c'est un petit gars du Montana qui a parcouru les bois, qui était bricolo touche à tout, qui adorait jouer avec la boue et qui adorait observer les animaux en décomposition, les éléments de la nature en décomposition pour voir quelle couleur prenait tel organe à l'air libre. Et ça, après, il les a projetés dans ses tableaux et ses films et ça a donné ces visions si dérangeantes, si géniales, si bizarres. Voilà, vous êtes visitez la morgue à Paris, c'est une très bonne idée. Frédéric. Tout autre thème, mais c'était aussi un grand séducteur qui a eu plusieurs femmes. Et sa première femme, me semble-t-il, a eu cette phrase. C'est un boulot quasiment, c'est un boulot à part d'être la femme de David Lynch. C'est ça. Alors, elle l'a vraiment accompagné sur tous ses débuts quand, à Philadelphie, en fait, il vivait juste à côté de la morgue et il était agoraphobe à cette époque. C'est pour ça qu'il boutonne sa chemise jusqu'au cou. Et elle, Peggy, elle l'a porté. Agoraphobe, c'est la peur de la foule. Oui, il voulait pas sortir de chez lui et c'est elle qui, avec la petite Jennifer Lynch, qui devait avoir 1 an à l'époque, qui allait donner au labo les films à développer. Et tout a changé quand il a découvert la lumière de Los Angeles. Et là, voilà, c'est la double facette sombre et obscurité et lumière de son cinéma. Natacha ? Vous évoquiez ses origines dans le Minnesota. Quand il arrive à Philadelphie, c'est à ce moment-là qu'il y a un électrochoc. Alors, parce qu'en fait, il y avait énormément de violence. Hein. On est quand même dans les années où il y a encore des luttes pour les minorités, etc. Il a vu beaucoup de meurtres, il s'est fait cambrioler 2 fois, il les a chassés avec un sabre. Donc, un choc de la violence, mais en même temps, choc esthétique parce qu'il y avait des vieilles usines désaffectées. Il adore ça, il y en a plein dans son œuvre. Donc, c'est un peu... Eraserhead est inspiré de Philadelphie. Oui, c'est là où tout commence d'ailleurs. Oui. Un grand séducteur, visiblement c'est invivable, c'est ce que disait l'épouse que citait, l'une des anciennes épouses que citait Frédéric à l'instant, mais pour autant, son véritable amour, l'amour de sa vie, ça n'a pas été l'une de ses épouses, l'une de ses conquêtes. Exactement, il s'est marié 4 fois. Ouais. Il disait le mariage ne va pas avec la vie d'artiste. Ça fait bizarre que je dise ça puisque je me suis mariée 4 fois. Et le grand amour de sa vie, c'est peut-être, je ne sais pas, mais Isabella Rossellini, évidemment, avec qui il a eu une histoire, même s'il ne s'est pas marié avec elle, et qui est l'héroïne si fragile et si belle de Blue Velvet, en femme fatale, qui chante avec tellement de fragilité et de beauté dans la voix que c'est inoubliable pour nous. Et il y avait Sparky aussi, non ? Sparky, c'est son chien préféré, il dit voilà. L'amour de sa vie. Et c'est donc Sparky qui, au début de Blue Velvet, mord le tuyau d'arrosage quand le vieux a sa crise cardiaque, juste avant que la caméra de Lynch aille voir les insectes grouillants sous la terre. Là, on parle d'un artiste torturé, c'est aussi quelqu'un qui faisait beaucoup de méditation. C'est quelque chose qui l'a sauvé et qui a compté dans son travail. Complètement. En fait, la méditation, elle arrive au milieu des Eraserhead. Et normalement, Henry, le personnage, devait se faire dévorer par son bébé alien. Il découvre la méditation, il dit que boum, un câble a pété dans son cerveau, il voit la vie, il a libéré sa négativité. Et du coup, il choisit un personnage réconfortant dans Eraserhead. C'est la femme aux gros joues qui vit dans le radiateur et qui chante nos rêves, etc., au paradis. Noémie Alioua. Une petite question, est-ce que vous voyez aujourd'hui des héritiers ? Est-ce qu'il a inspiré certains cinéastes aujourd'hui dans la jeune génération ? Alors, il a marqué au fer rouge les spectateurs par ses visions abracadabrantesques. En revanche, mais je n'ai pas la science infuse, je ne vois pas de continuateur tellement son univers est singulier. Donc, quelqu'un qui mélange autant le rêve et le cauchemar, et où il y a ces visions dont on ne sait pas donner d'explication. Chaque spectateur, ça peut leur parler, il va taper dans nos fantasmes. Je ne sais pas. Il y a ceux qui nous regardent, qui voudraient découvrir, qui n'ont pas encore vu de film de Lynch. Vous recommanderiez de commencer par lequel ? C'est extrêmement dur. Alors peut-être Twin Peaks, parce qu'il y a l'art de l'entre-deux, à la fois du comique et du tragique. Mais bon, si on veut foncer dans le dur, moi je dirais Blue Velvet, c'est très sombre et très noir, ça a choqué à l'époque. Puis après, on peut, si on veut aller voir les sombres coulisses d'Hollywood, on peut faire direct Mulholland Drive. Et un petit Elephant Man. Mais en fait, j'ai envie de tout citer, c'est trop dur, votre question. Mais on va revenir au premier que vous avez cité, c'est-à-dire Twin Peaks, Nathalie Bittinger. Parce que figurez-vous qu'Arte est là pour vous aider, en effet, en ce moment, sur arte.tv et tout au long de l'année 2026. Eh bien, vous pouvez voir les 3 saisons de Twin Peaks. Eh ben, c'est formidable. Sur arte.tv, donc tout au long de l'année. Voilà, l'occasion de découvrir David Lynch. Oui, parce qu'il a explosé les limites du petit écran en se moquant à la fois des clichés de l'Amérique et des clichés du soap-opéra pour aller voir derrière les portes closes la violence, l'inceste. Il faut absolument voir ça. Et se moquant aussi un peu d'Hollywood, en réglant un peu ses comptes avec Mulholland Drive, qui était son dernier grand succès. C'est ça, c'est une façon de régler ses comptes avec ce monde-là. Oui, il pointe du doigt les liens entre mafia et cinéma, avec Monsieur Rock, joué par le nain de Twin Peaks, et qui tire les ficelles et dit « This is the girl, c'est plus ton film », etc. Oui, lui qui a eu des problèmes avec les producteurs sur Dune,
on peut penser qu'il règle quelque chose. Eh ben voilà, merci Nathalie Bittinger, dans la tête de David Lynch, c'est aux éditions Hubeke. Merci beaucoup d'être venu nous présenter et nous remémorer, ressusciter en quelque sorte David Lynch. Et puis évidemment, n'oubliez pas les amis, gardez l'œil sur le donut, pas sur le trou. Un dessin de Thibaut Soulcier. Ce qui est bien avec cette bio de David Lynch, c'est quand on file l'haïr et qu'on s'endort, les rêves sont aussi réalisés par David Lynch. Merci Thibaut. C'est maintenant l'heure de retrouver notre ami lui aussi un petit peu étrange, David Castello-Lopez, en vrai, sur le plateau. Le voici. Bonsoir David. Bonsoir, chaque semaine, vous nous parlez d'un objet, vous posez des questions que pas grand monde, à part vous, ne se pose, il faut bien le dire. Vous y répondez de votre façon un tantinet absurde et votre chronique s'appelle « Le monde des choses ». Le monde des choses, le monde des choses. Posez donc cette chaise. David, ce soir, vous allez nous parler de plongée sous-marine. Oui. Alors, l'être humain, je pense qu'on est tous d'accord, il n'est pas fait pour aller sous l'eau. Et la preuve absolue de ça, c'est que si vous mettez un être humain dans l'eau, vraiment dans l'eau, pendant une quinzaine de minutes, la probabilité qu'il décède est de 100%. Zéro être humain n'arrive à gérer l'existence dans l'eau, contrairement par exemple aux sardines qui, elles, gèrent l'eau de ouf, ce qui, de ce point de vue-là, les rend d'ailleurs supérieurs à nous, sur ce point-là uniquement, puisqu'aucune sardine n'a jamais fait de pâté de nous, alors que nous, on n'arrête pas de faire des pâtés de sardines. Reste que depuis quelques centaines d'années, les êtres humains ont trouvé des façons de respirer sous l'eau. D'abord avec un principe que tous les écoliers connaissent. Imaginez que ce saladier plein d'eau qu'on va voir, c'est la mer. Eh bien, si vous prenez une cloche, que je figure ici avec un verre, et que vous descendez cette cloche dans l'eau en faisant bien gaffe à ce qu'elle reste droite, eh bien, vous pouvez respirer sous l'eau. C'est ce que faisaient les gens au XVIIIe siècle, par exemple, comme on le voit sur cette gravure. Mais attention, si le récipient penche d'un côté, eh bien, vous êtes décédé immédiatement. Ensuite, on s'est dit, cette cloche, en fait, on peut la faire en forme de nous-mêmes et pomper de l'air à l'intérieur depuis la surface. Ça a donné le scaphandre type Jules Verne. Et enfin, Cousteau et ses amis, au début des années 40, ils ont inventé le scaphandre qu'on connaît, le scaphandre autonome avec bouteille et tutti quanti qui permet de faire genre on est des poissons pendant une demi-heure. Mais il y a quelque chose qui reste pratiquement impossible à faire sous l'eau. Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est ? Je cherche, non, je ne sais pas, non, allez-y. Parler ? La planche ? Parler, tout simplement, discuter avec ses amis qui sont sous l'eau. Et si ce n'est pas possible, c'est pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que le son passe très mal dans l'eau. Regardez par exemple cette expérience que j'ai faite avec Renaud Dely. Renaud Dely, à la surface, on entend très bien parler, aucun problème. Mais si je plonge Renaud Dely dans l'eau, ça devient inintelligible et du coup, on est triste. Mais c'est mon portable, ça, non? Non, c'est le mien, il va sous l'eau. Le deuxième problème majeur, c'est que quand vous faites de la plongée, vous avez quelque chose dans la bouche. Et ce quelque chose, c'est ça. Si je mets ça dans ma bouche, ça s'appelle un détendeur, on a besoin pour la plongée sous-marine, eh bien, ça devient beaucoup plus difficile. C'est beaucoup moins intéressant votre chronique. Là, ouais. Exactement, vous voyez, on n'entend rien, on ne comprend rien du tout. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, la principale façon de communiquer sous l'eau avec ce genre de matériel, c'était donc les signes de la main. Si vous connaissez, ça veut dire tout va bien, ça veut dire il y a un bateau, fais gaffe, et ça veut dire j'ai plus d'air, je vais mourir. Mais je me suis demandé quand même, attends, dans le monde de haute technologie dans lequel on vit, quelqu'un n'a-t-il pas trouvé une façon de communiquer sous l'eau correctement aujourd'hui, en 2026. Alors, pour répondre à cette question, je suis allé au Salon de la plongée sous-marine qui avait lieu la semaine dernière à Paris. Alors, j'y ai vu beaucoup de masques, beaucoup de tubas, beaucoup de combinaisons très serrées. J'ai vu des militaires de la marine proposer des initiations à la guerre sous l'eau. J'ai vu une entreprise qui s'appelle Dolphines et qui se présente comme spécialiste des interactions avec les cétacés, des sortes d'ambassadeurs de l'espèce humaine auprès des dauphins. C'est intriguant. Mais il y avait aussi dans ce salon des stands spécialisés dans les solutions de communication dans l'eau, et en particulier cette entreprise qui s'appelle 52 Hertz, créée par deux frères, un qui a des cheveux et l'autre pas, et qui propose un prototype baptisé Toki Divey, un jeu de mots avec Toki Woki, puisque to dive en anglais ça veut dire plonger.
Dans ce système qu'on va voir ici, vous parlez dans votre détendeur, comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure. Vous dites par exemple « Je suis vraiment content d'être ici ». Là, votre voix est captée, elle passe dans un boîtier qui la traite avec un algorithme qui crée une version améliorée, plus intelligible de votre phrase. Et cette phrase, elle peut alors être transmise vers vos camarades sous l'eau qui ont des écouteurs. Bon, c'est pas encore 100% au point, mais c'est déjà assez enthousiasmant. Et si ça marche vraiment, on n'aura plus grand-chose à envier aux sardines. Formidable, merci David. Et la prochaine émission, on la fera donc sous l'eau, tous ensemble. Merci David. Un dessin de notre ami Thibaut Soultier. Oui, on regarde Arte à l'Élysée sans doute et Macron demande à Brigitte, mais le replay, je voudrais noter les solutions données par les clubistes. Merci à tous les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte pour 28 minutes samedi et son club international, bien sûr. Comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à votre chronique, David. Tout va bien. Mettez vos palmes, on va écouter Le Grand Bleu, bien sûr. Tchuss.